Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans cet épisode spécial de Dans l'œil du photographe. Chaque semaine pendant le confinement, on va vous proposer des épisodes pratiques, à chaque fois sur un domaine précis, avec un invité spécialiste de ce domaine. Ces conseils, c'est des conseils actionnables à mettre en pratique tout de suite pour repartir vite du bon pied à la reprise. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Patrick Lombard. Et donc Patrick Lombard, mon invité du jour, est un photographe de mariage avec qui je suis ami sur Facebook depuis un certain temps. Et récemment, il a proposé ses services gracieusement pour aider d'autres photographes avec énormément de succès, puisque je crois, et tu vas le confirmer, que ça fait un mois que tu fais 2 entretiens par jour d'une heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, parce que j'ai l'impression que l'heure promise au départ a l'air de grandir de jour en jour. Mais en tout cas, tu parles à beaucoup de photographes en ce moment pour les aider à développer leur business, en tout cas les aspects du business sur lesquels ils estiment avoir des faiblesses. Et je précise également que tu es multiprimé chez Fearless et autres annuaires de photographes de mariage et que donc on peut considérer que sur ce sujet qui nous intéresse, qui est l'editing aujourd'hui, tu sais de quoi tu parles. Bonjour Patrick. Salut Julien et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu à mon invitation, surtout. C'est toi qu'on doit remercier. Est-ce que tu veux te présenter rapidement avant qu'on commence notre petite discussion ? Oui, mais écoute, comme tu l'as bien dit, je suis photographe de mariage. Ça fait 4 ans que je le suis. Parallèlement à ça, je suis aussi photographe dans le corpo depuis 10 ans, donc c'est un peu plus long, mais dans le mariage, voilà, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, on va discuter de l'editing. Donc l'editing, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est le tri de ces photos, c'est la sélection de ces photos. L'idée étant d'en ressortir le meilleur. Et la première question que je voulais te poser, comme en ce moment on a un petit peu de temps à consacrer à ce sujet, c'est pourquoi est-ce que finalement on devrait revenir aujourd'hui sur nos vieilles photos, nos anciennes photos ? C'est une bonne question. Je pense qu'à titre personnel, quand j'ai commencé la photo de mariage, je n'avais pas du tout, conscience de la cohérence que peut avoir un travail sur le long terme et donc aucune, idée de ce que je dois mettre en avant, en fait. Quand on débute, c'est le lot commun de tout le monde. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps quand on affine et donc il est assez logique de mon point de vue qu'au bout de quelques années de matière brute derrière soi, on soit plus à même d'identifier ce qui nous plaît, ce sur quoi on veut communiquer et donc d'où la pertinence de chercher dans ces fonds de tiroir des images qui collent à tout ça. Tout ça dans une idée donc de cohérence, globale. Si je reformule ce que tu viens de dire, on n'a pas le même œil au bout de quelques années que quand on a débuté en fait. Exactement. Est-ce que ça te fait dire du coup que parfois on aurait pu passer à côté de quelques images qui auraient peut-être valu le coup d'être retravaillées un petit peu plus ? Exactement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se vérifie, chez tout le monde, je pense. Si chacun regardait ces images, passées, il me semble évident qu'on trouverait toutes et tous des images qui attireraient notre œil au jour d'aujourd'hui et pas nécessairement à l'époque. En termes de portfolio, qu'est-ce que ça apporte de revenir sur ces anciennes images justement ? Ça permet de sortir, à mon sens, hein, de sortir de ce qu'on voit malheureusement chez la plupart de nos collègues, d'une démonstration de notre simple savoir-faire dans le folio et du coup centrer la communication sur un ou des axes, forts qui caractérisent son identité visuelle et donc de pouvoir, toujours aller dans cette cohérence globale dans la com. Tu parles d'identité visuelle et tu parles de ce qu'on constate malheureusement chez pas mal de photographes. Du coup, est-ce que je peux comprendre que finalement la plupart des photographes ne sont peut-être même pas conscients de leur propre identité visuelle ? J'en suis vraiment convaincu encore plus de nos jours où il est très simple de cacher certaines lacunes avec l'illusion d'avoir un style photographique ou visuel, par l'achat de presets ou de poudre aux yeux de cet ordre-là, sans se poser réellement la question de qu'est-ce qui nous anime le plus je parle bien évidemment pour le mariage parce que c'est mon domaine, mais voilà, qu'est-ce qui nous anime le plus dans ce pan photographique? Que ce soit le reportage, les photos de couple, la joie, voilà, il y a plusieurs axes possibles et il est important de déceler lesquels sont importants pour, cibler juste, en fait. Donc on a parfois tendance à se perdre un petit peu dans ce qui existe déjà et dans l'inspiration qu'on peut en tirer et à pas forcément réfléchir à ce qui fait la différence chez nous. Oui, 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 c'est pour ça aussi, je pense que la plupart des collègues tombent dans ce travers qui est de montrer le savoir-faire
global dans un folio, c'est parce qu'on est habitué aussi à le voir, en fait. On reproduit par mimétisme ce qu'on voit, c'est logique. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs, hein, mimer, c'est toujours une première étape. Moi-même, mon 1er site, c'était mon folio n'était que du savoir-faire, en fait, sans forcément se poser la question de: «Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime réellement là-dedans?» La question concrète, en fait, c'est comment on fait quand on va commencer à s'intéresser à ces images passées. Et la première question, en tout cas la question que moi je me pose, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans ces images passées? C'est une bonne question parce que je pense qu'il y a 2 possibilités de ça dépend de quel angle sous quel angle on traite la question. Parce que d'un point de vue personnel et égoïste, on pourrait juste se dire, ce qu'on cherche, c'est ce qui nous plaît, bien évidemment. Mais, après, nous, on est entrepreneurs, il faut répondre à une logique aussi d'offre et demande. Donc, quelque part aussi, quelle est la demande chez ma cible? C'est un espèce de juste milieu, je pense, là-dedans. L'idéal étant qu'il y a un espèce d'effet miroir, comme on entend souvent parler, que notre cible, reflète ce qui nous anime et là, c'est l'alignement des planètes et là, c'est beaucoup plus simple de trouver ce qu'on doit chercher, hein. Mais c'est évident que c'est lié. C'est lié, ce qu'on doit montrer et ce qui nous plaît, ça doit nécessairement être lié et je pense vraiment fondamentalement que on peut adorer des photos de couple, tout comme on peut être très mal à l'aise avec ça et donc à ce moment-là, ça sera sans doute ailleurs. D'accord, donc tu le vois un peu comme une introspection aussi. C'est peut-être une façon de se remettre en cause soi-même. Exactement et je suis même persuadé, intimement convaincu que, sans ce travail d'introspection, bien sûr, on peut réussir une carrière, on peut réussir économiquement, mais il y aura toujours un step qu'on n'arrivera jamais à dépasser sans ce travail d'introspection. C'est une évidence pour moi. Donc finalement, ce retour sur le portfolio, c'est peut-être aussi une manière de se reposer les bonnes questions sur soi-même. Exactement, de se trouver, de mieux se comprendre, de mieux se cerner soi-même et donc de savoir quelle porte il faut ouvrir et effectivement, c'est une question de moment aussi, hein. À quel moment j'ouvre cette porte-ci et pas une autre? Mais oui, tout à fait, tu as raison. Donc dans la suite logique en fait de cette question, je voulais te demander qu'est-ce qui fait une bonne image, sachant que j'ai deux aspects, moi, qui me font me questionner là-dessus. C'est une bonne image dans le cadre d'un portfolio, et de sa cohérence en tout cas, mais également la qualité de la photo elle-même. C'est difficile ça, qu'est-ce qu'une bonne image? Il faut en tout cas qu'elle ait une résonance chez autrui, chez notre client, donc il faut qu'elle soit plaisante pour eux. Voilà, typiquement, si je prends mon exemple personnel, ce qui m'anime, c'est le reportage. C'est important pour moi de montrer des images, vraiment reportage, non posées dans mon folio et je sais que chez mes clients, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, de voir autre chose qu'eux-mêmes et d'autres choses que des gens crispés. Donc pour moi, du coup, ma définition de la bonne photo par rapport à cette cible-là, c'est d'avoir des photos non posées. C'est complètement ça peut paraître dingue, hein, mais, alors qu'on peut très bien avoir une belle image posée, mais dans mon optique à moi, une bonne photo qui doit être présente dans mon folio, c'est une image a priori non posée, d'avoir un moment authentique mais du coup, ma définition de la bonne photo va être complètement, différente selon, le photographe à qui on Donc s'adresse. ça dépend de qui parle. C'est assez marrant que tu dises que ta bonne photo est une photo non posée, dans la mesure où tu as quand même des photos assez dingues en posée. Merci. C'est vrai, j'adore ça aussi, mais même si je prends plaisir à faire ces photos très posées, c'est pas l'axe que je privilégie parce que c'est moi-même voilà, c'est l'effet miroir dont je te parlais. À mon propre mariage, par exemple, je n'ai pas souhaité avoir de photos de couple. On n'a pas fait de séance couple et donc ce n'était pas du tout quelque chose qu'on recherchait, hein. C'est pour ça. Mais tu as raison, j'adore ça pour autant, mais c'est pas du tout mon axe. C'est pas ce que tu veux montrer en tout cas. Donc on revient au fait que c'est important de définir ce qu'on veut montrer Exactement. avant de commencer à choisir ces images et à les taguer. Ce serait quoi ton mode de sélection justement pour ces images? Bon, bah, bien sûr, pour trouver ces images, il faut bien évidemment avoir défini au préalable qu'est-ce qu'était une bonne photo, hein. D'ailleurs, juste pour revenir là-dessus, quelque chose qui me revient tout de suite à l'esprit, c'est que quelque part aussi une bonne photo, bien évidemment, c'est la photo qui va faire naître, qui va avoir qui va faire naître des émotions ou une émotion ou une résonance chez celui qui la regarde aussi, hein. Donc, voilà, quand on a cerné ça, après pour la sélectionner, je pense que il faut simplement donc se replonger dans son travail, que ce soit à chaud ou à froid, c'est les deux sont à faire de toute manière. Mais si moi j'ai par exemple, moi si j'ai cerné toutes les photos reportages par exemple, je vais m'attarder bien évidemment à refouiller de manière assez exacte dans mes moments de la journée, tous ceux qui sont plus, qui présentent plus de moments, de scènes et je vais, aller très vite, sur les moments,
voilà, complètement, artificiel ou construit. Mais par contre, pour le coup, le reportage, c'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il y en a tout le temps sur une journée et donc c'est pour ça que personnellement, c'est très long. C'est très long à fouiller dans mes images et comment je fais pour le rechercher? Du coup, bah, moi, je parcours mes bibliothèques. J'en ai plusieurs, hein, plusieurs catalogues, pardon, sur Lightroom. Moi, je les classe par année, en fait. Mais du coup, je me contente de regarder un mariage, par exemple, quand je cherche. Quand je refouille dans mes, archives, je me limite à un mariage, parce que ce serait beaucoup trop long et je me replonge dedans intégralement, vraiment. Puis là, on peut découvrir effectivement des images qui étaient complètement passées au travers, à chaud au moment de post-traiter et de livrer au client. Mmh. Du coup, d'un point de vue très pratique, tu te replonges pas une journée entière dans l'ensemble de tes mariages, tu les fais un par un, C'est tranquillement ça, à tête reposée, et puis quand tu as fini ton mariage, tu arrêtes pour pas te saturer. exactement. Surtout que moi, je suis très long à rendre et donc quand je finis un mariage, je suis vraiment archi saturé. C'est des images que j'ai dû voir, peut-être 8 ou 9 fois à chaque fois. Et donc et du coup, par contre, je prends un plaisir certain à me replonger dans des vieux mariages. Et là, généralement, moi, je suis plutôt nocturne, donc je me plonge plutôt la nuit. La nuit, voilà, je me mets une musique de fond et puis je me replonge intégralement dans le reportage. Si on part d'un point de vue vraiment pratique, quand tu es dans Lightroom, comment est-ce que tu identifies? Je pense que c'est une question que beaucoup de monde doit se poser parce que on a tellement d'options pour marquer les images que régulièrement, bah, tu te retrouves un peu débordé par ça. Tu as tendance sur un mariage à faire toutes les photos que tu estimes intéressantes en vert. Après, la fois d'après, tu mets 5 étoiles. Après, tu mets un drapeau. Après, tu mets des mots-clés. Et t'es jamais. T'as- Enfin, je pense que la plupart des photographes se reconnaîtront là-dedans. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. C'est avoir un système de notation très cohérent. Comment est-ce que tu fonctionnes, toi? Bah, comme toi, j'ai un système de notation très cohérent, enfin, en tout cas, du moins très stable et depuis le début et donc enfin, ouais, peut-être après la première année plutôt et du coup, je m'y retrouve assez rapidement, en fait, hein. J'utilise moi et les codes et couleurs, pardon et les notes, les étoiles. J'ai un double moyen de filtrer et en plus, à ce de ça, j'utilise les collections. Donc du coup, j'ai trois strates et bon, alors du coup, comme tu l'as dit en présentation, moi, je fais des concours et donc du coup, j'ai toujours une collection concours. Ce qui me permet aussi pour tu vois, quand j'ai refait mon site au mois de juin, pour le folio, je sais que j'ai, cherché pas mal dans mes images de concours. Donc je me suis pas limité à ça, mais principalement, j'ai décidé de piocher dedans et donc je suis allé tout bêtement aller dans ma collection concours et ensuite j'utilise des codes couleurs et des notations et je sais que j'attribue jamais, ou très rarement la note de 5 étoiles, hein. Enfin, typiquement, pour être très concret, les images livrées aux mariés, elles sont notées 3 étoiles et voilà, quand j'en repère une qui sort du lot, est-ce que peut-être pour des concours ou simplement qu'elle me plaît plus, elle a un magique 4 étoiles et du coup, tu l'auras peut-être deviné, celles qui intégreront le folio, c'est celles qui ont 5 étoiles. Typiquement là, quand je suis retourné dans ma collection concours, je rentre dedans, je filtre par 4 étoiles parce qu'au préalable, c'est toutes celles qui m'ont attiré vraiment l'attention et ensuite, celle qui m'intéresse le plus, qui rentre dans ma démarche de chercher du reportage, parce qu'en concours, effectivement, il y a des photos posées, des photographies, tout un tas de photos, mais pas forcément que reportage. Et donc voilà, celles qui sont reportage, hop, elles obtiennent le sésame de 5 étoiles. Et voilà. Puis après, par contre, une fois que c'est le problème, hein, quand on fait un folio, on a toujours trop d'images. Pour moi, less is more, c'est évident. Et donc, de ce pool final, malheureusement, celles qui ont atteint les 5 étoiles, un bon nombre redescendent à 4. Et donc, voilà. C'est marrant ce que tu viens de dire parce que ça me fait penser à quelque chose que je pense, et c'est une manière pour moi de trier les photographes, c'est j'élimine souvent les gens qui sont dans les extrêmes. En fait, quelqu'un qui va être tout le temps à f1.4 ou à f16 ou alors je dis f16 parce que je shoot Fuji et que la plupart des lentilles plafonnent à 16, mais sur du Canon tu peux être à 22. À 22. Mais les gens qui vont tout le temps être dans les extrêmes en permanence sans jamais chercher à nuancer au milieu, en fait, je trouve qu'il manque un petit quelque chose dans leurs images. Et finalement, je retrouve dans ton système de notation ça, c'est-à-dire qu'on a en général une amplitude de 3 notes, c'est-à-dire que tu vas utiliser 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et rien d'autre, ou 3, 4, 5 et rien d'autre, ou 1, 2, 3 et rien d'autre. Et en fait, le fait de te placer au milieu fait que tu as de la marge au-dessus et en dessous pour noter l'exceptionnel et entre guillemets le très mauvais, parce que on va pas noter le très mauvais, ça n'a aucun intérêt, mais ça te laisse cette petite marge d'exceptionnel que d'autres n'ont pas en faisant 3, 4, 5 par exemple.
Ouais, je pense, effectivement et tu vois, effectivement, j'utilise même les 2 étoiles, moi, par exemple, en l'occurrence, c'est pour tout ce qui va être dans les slideshows, dans les diapos. Du coup, il y a qu'une note que j'utilise pas, c'est le 1 étoile, effectivement. Ouais. D'un point de vue un petit peu plus large, puisqu'on a vu comment trier ces images et comment arriver à renouveler son portfolio finalement, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. Qu'est-ce qu'on en fait de ce portfolio une fois qu'il est renouvelé, qu'il est retrié? Ah, bah, ça, pour moi, il y a deux écoles un peu différentes, selon qu'on adopte ou pas le less is more dont je parlais tout à l'heure. Voilà, typiquement, si on a beaucoup, beaucoup d'images, il faut se poser, je pense, la question de: «Est-ce que j'ai vraiment resserré, au mieux ma sélection?» Et on a tous ce défaut où c'est difficile de trancher, hein, donc je conçois parfaitement qu'on ait du mal à écrémer encore plus. Par exemple, si je prends mon cas, voilà, mon folio, il a 18 images. Et voilà, 18, j'estimais que c'était bon et donc ce que j'en ai fait, voilà, j'en ai créé un folio où je mets l'image en avant, donc en grand, effectivement, pour une lecture, une mise en valeur de chaque image. Mais typiquement, dans le cadre où si j'avais été dans une sélection, un pool de 40-50 images, bien évidemment, j'aurais pas choisi cette forme-là. En fait, c'est intéressant parce que là, finalement, la sélection, c'est le fond et après, il y a aussi la forme de comment on présente le folio, je pense et donc, quand on a beaucoup d'images, on n'a pas du tout intérêt à mettre l'image en valeur en grand, je pense, parce que clairement, les prospects ne regarderont jamais une à une 50 images. Peut-être, il faut se poser la question de la présenter en grille et à ce moment-là, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir un folio de 40-50 images qui se présente en grille? La différence notable que je trouve entre une présentation en grille et une à une, c'est l'effet qu'on va avoir chez le prospect, là, sachant que, voilà, l'un et l'autre présentent des avantages et des inconvénients. Dans un cas, tu lui déroules un film et dans l'autre, tu lui laisses le choix de ce qu'il va regarder. C'est un peu ça et puis aussi je pense qu'il y a une question d'impact qui n'est pas le même, dans le sens où un portfolio en grille, on va avoir tendance à le scroller. Alors bien sûr, les confrères disent toujours: «Ah oui, mais si tu cliques dessus, tu peux l'avoir en grand». Bon, personne ne clique dessus pour l'avoir en grand. On se contente de scroller bien évidemment et les clients, c'est pareil. L'avantage, c'est qu'on va tout de suite voir de manière assez évidente la cohérence ou la non-cohérence du folio, l'uniformité d'un traitement, voilà, enfin ma prise de parti effectivement de montrer en évidence la joie ou les couleurs ou c'est comme un tableau, un patchwork où on va tout de suite voir une impression générale très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'en regardant une image une à une. Et l'autre, le désavantage par contre, je trouve, c'est que du coup ça n'imprime pas autant qu'en ayant vu peu d'images en grand en fait et donc on va avoir du mal je pense à se rappeler a posteriori, quelques heures à froid, quelle image on a vue. On gardera l'impression globale, «Ah, ces images étaient chaudes, c'était plutôt intimate, c'était» voilà, mais qu'est-ce que j'ai vu comme image? Sauf si le portfolio est extrêmement cohérent. C'est un Voilà, peu l'effet Instagram où si tu as un portfolio qui est très 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 cohérent et que les photos vont bien les unes avec les autres, ça a énormément d'impact. Mais si ton portfolio n'a pas cette cohérence, et quand je parle de cohérence, je parle de quelque chose d'extrêmement serré, où il y a peu de marge de manœuvre, ça va peut-être être beaucoup moins impactant. ouais, ouais, enfin, c'est certain, à mes yeux, hein. Là, on parlait du portfolio de ton site internet, donc ce que tu présentes à tes clients potentiels. Quand moi je parle de portfolio, j'ai tendance à élargir un petit peu à tout ce qui peut servir à côté. Est-ce qu'il y a d'autres applications qu'on pourrait mettre en place de ce nouveau tri? Comme ça me saute pas aux yeux tout de suite. Je sais pas, ça me fait penser quand même ça me fait quand même penser à quelque chose, c'est le fait d'élargir son folio à effectivement en retombant un peu dans le fait de montrer son savoir-faire. On peut élargir effectivement ce qu'on montre, mais il faut quand même toujours garder en tête qu'il faut montrer que de l'excellent parce que sinon on dilue toute la force et l'impact qu'on aura mis en essayant de mettre que des photos qui ont un effet waouh ou qui donnent une cohérence, dingue. Donc voilà, plus on en met, plus on dilue, donc il faut toujours garder ça en tête. Mais oui, on peut bien évidemment voir plus large. Ton portfolio est aussi bon que ta moins bonne photo finalement. C'est une bonne phrase ça, c'est excellent. Ouais, C'est la chaîne, c'est le principe de la chaîne, qui est ouais. aussi solide que son maillon le plus faible. J'avais une petite question dans ce tri, qui sera ma dernière question de cette interview, qui est par rapport au concours. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement trouver des perles dans ces anciennes photos, des choses à côté desquelles on aurait pu passer au premier regard dans ces anciennes photos et que on peut ressortir d'images auxquelles on n'avait pas forcément prêté attention, quelque chose qui peut gagner un concours? Oui, clairement.
Clairement, parce que c'est lié au fait que notre œil évolue avec le temps, il s'aiguise, il s'affûte et même de manière plus générale, pour tout ce qui va être travail de séquençage, typiquement, je travaille beaucoup en séquençage, c'est-à-dire qu'il y a des moments, des instants, on peut trouver une scène, par exemple, on trouve une scène, on sent l'impact, la force, le potentiel que la scène peut avoir. Donc dans un premier temps, une fois qu'on l'a cerné, on fait un bloc dessus. Enfin, en exemple concret, hein, je sais pas, ça peut être des enfants qui jouent, par exemple et on se dit: «Là, super, il peut y avoir un truc dingue». C'est de l'anticipation donc. Après, il va y avoir le placement, rechercher le bon angle. Quel sera l'angle parfait pour, tirer un peu la quintessence de ce moment-là? On se place et après ça demande de la patience. J'en parlais récemment là avec Ronan en l'occurrence, voilà, ça fait partie de ça, anticipation, patience. Là, on se fixe. Une fois qu'on a le cadre, on bouge plus, on attend que la scène se passe et là, du coup, on va shooter beaucoup, on shoot beaucoup. C'est pour ça que je parle de séquençage, c'est qu'on va obtenir, peut-être, parfois, il y a même des scènes qui peuvent présenter, 80, 100, peut-être même 150 images pour n'en garder qu'une et bien sûr, quand on peut même aller au-delà, enfin, c'est, Franck Boutonnet que tu dois connaître, il dit toujours qu'il faut même aller au-delà du moment. C'est-à-dire que quand le moment est fini et ben, il faut même aller au-delà de l'épuisement et il a complètement raison et dans ce travail de séquençage, bien sûr, quand à chaud, quand on livre le mariage, quand on le post-traite, bon, bah, sur une série de 60 images, on va en choisir une, qui va plaire aux mariés ou qu'on va estimer être la meilleure, mais peut-être que 2 ans plus tard, notre œil, se sera aiguisé, affûté et on n'aurait pas fait le même choix et donc là, c'est très intéressant de replonger dans ces séquences et de redécouvrir, tiens, finalement, sur cette scène-ci, toutes les silhouettes se détachaient bien mieux ou telle expression, je l'avais pas forcément vue parce que c'était pas le sujet principal. Voilà, tiens, tel élément graphique était là et je l'avais pas noté et donc oui, c'est sûr qu'on trouve des perles, a posteriori et même sans parler de séquençage sur aussi des moments tout simples, hein, mais des moments qui sont liés à notre propre histoire. C'est-à-dire que peut-être qu'à une époque, avant que enfin moi j'ai commencé la photo de mariage une fois que j'étais parent, mais si j'avais commencé avant, peut-être que par rapport aux scènes d'enfants ou la relation marié-parent, des choses, je serais peut-être passé à côté parce que moi-même je me serais pas projeté dedans en fait, pour de multiples raisons. Oui, mais peut-être qu'à l'époque aussi où tu as trié les photos, où tu devais les rendre aux mariés, parce que c'est avant de les rendre, tu as peut-être un petit coup de pression des mariés qui attendent leurs images, tu as peut-être beaucoup de travail à ce moment-là qui fait que tu as traité plus vite, en tout cas avec un œil plus rapide. Plus vite, Ouais, c'est exactement. pas la bonne, c'est pas la bonne expression parce qu'on apporte toujours du soin à son post-traitement. Mais des fois, on est plus rapide, on essaie d'être plus efficace et on passe à côté de petites choses. C'est pour ça que personnellement je garde tous mes rushs, au moins 1 an et demi. C'est le temps en fait que j'utilise a priori pour regarder un peu, à froid et du coup je me contente pas de replonger dans ma sélection courte, livrée aux mariés. Je replonge dans mes rushs effectivement parce que typiquement toutes ces séquences-là, je garde pas, les 120 images dans mon catalogue, livrées aux mariés quoi donc je me replonge dans les archives effectivement. Donc, si je résume ce qu'on s'est dit, conservez toutes vos photos, ne jetez rien pendant un petit temps, le temps de faire le petit point nécessaire à réévaluer votre portfolio. Allez faire un mariage à la fois. Ne faites pas toutes vos images de mariage en une seule fois parce que vous allez vous saturer et vous n'allez pas en voir plus, vous allez peut-être même en voir moins qu'après le premier traitement. Gardez un petit peu de marge au-dessus et en dessous dans votre notation et essayez d'exploiter ça au mieux après. Merci beaucoup Patrick. Merci Julien. Merci de nous avoir apporté ton expérience et ton savoir dans ce domaine. Et eh bien écoute, je crois qu'on se revoit dans quelques semaines à la fin du confinement pour enregistrer un vrai épisode tous les deux. Écoute avec grand plaisir. À très bientôt Julien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez de nouvelles clés pour remettre votre business en route à la sortie du confinement. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire dans votre application de podcast. Et on se retrouve dans un prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Photographe, merci, c'est fini.